Fantassin disait on a plus peur, on a plus que des transes. Et il voulait dire, après avoir pensé à cet avenir menaçant, sans arriver à prévoir ni même à espérer, les malheureux hommes en étaient arrivés à ne plus rien considérer hors de la chose présente. La peur n'était plus alors que le saut, l'effacement ou l'aplatissement du corps, ou bien la pression vive ou courte de l'explosif. L'humeur est située à ce niveau, et même encore au-dessous. En cela impossible à saisir comme telle, car la saisir c'est la pensée, la remontée. C'est par ce mouvement que l'irritation devient colère, ou que l'effervescence devient anxiété, et l'on jugeait très mal de l'humeur d'après les opinions, et tel que le caractère la façonne d'après des préjugés forts. Un pressentiment comme l'humeur est encore bien au-dessous d'une tristesse indéterminée, ou d'une anxiété sans objet. Toujours nous pensons l'humeur, et non pas selon la vraie méthode, mais plutôt en cherchant un contenu d'opinion qui convienne. La sagesse doit reprendre l'humeur autrement, et d'abord par théorie, de façon à comprendre que l'humeur n'enferme nullement telle pensée ou telle autre, mais s'accommode de toutes. Pour y parvenir, il faut saisir l'humeur sous l'autre aspect, comme un mouvement seulement, ou plutôt régime de mouvement, et voici la différence. Le mouvement que je fais pour écarter un coup n'est que mouvement, mais la préparation, l'esquisse du mouvement devant la menace, la contracture ou l'agitation qui suivent, la respiration courte, les battements du cœur sont de régime et déterminent déjà l'humeur. On comprend sa peine que l'âge, la force, la santé, la fatigue, la structure d'un côté et le savoir-faire de l'autre changent le régime et l'orientent pour l'un vers l'irritation, pour l'autre vers l'anxiété. En quoi l'humeur dépend du tempérament, du climat et du métier. Mais on peut former préalablement une idée abstraite de divers régimes, ce qui éclaire déjà bien mieux l'humeur, qu'on ne peut faire n'importe quel jugement sur soi. L'homme ne sait jamais assez, comme il est mécanique, et par conséquent maniable pour lui-même. Une toux est maniable si on la juge mécanique, mais dès qu'on y met une colère pensée avec souvenir et prévision, elle se développe selon cette loi que l'irritation excite au mouvement, et que le mouvement aggrave l'irritation. Au contraire, notre mouvement qui exclut à tout comme d'avaler est directement efficace. Pareillement contre l'anxiété qui est une agitation qui s'entretient d'elle-même, ou si l'on veut une préparation sans fin, n'importe quelle action méthodique comme de fendre du bois ou de pêcher, ou même seulement de filer ou de coudre est directement efficace. Contre la colère, copier, contre la tristesse, chanter. Mais cela, nul n'arrive jamais à le croire, il faut le savoir. Les promesses du corps vont contre la doctrine, car tout régime de mouvement nous offre un soulagement immédiat qui redouble le malaise, comme se retourner pour celui qui ne peut dormir. Bref, notre pouvoir sur le corps est de gymnastique. J'entends de le mouvoir selon notre volonté, comme marcher, s'arrêter, s'asseoir, se coucher, dessiner, sculpter, danser. Mais qu'est-ce que l'idée d'un régime de mouvement? Deux caractères y sont à remarquer. D'abord, le régime s'entretient, ensuite il s'irradie jusqu'à occuper tout le corps, ce que la toux, exemple simple et familier à tous, fait comprendre assez, puisque d'abord la toux fait tousser et qu'ensuite on arrive bientôt à tousser de tout le corps. Ce genre de supplice définit l'irritation et chacun sait ce que c'est que se gratter. L'emportement est un régime non moins tyrannique, qu'on pourrait définir une irritation diffuse, on le saisit aisément dans un enfant oisif qui s'excite de ses propres mouvements, et quelquefois un mouvement répété comme de frapper par jeu sur la main d'un autre va à l'emportement de ce qui a fait dire jeu de main, jeu de vilain. L'anxiété est à la fois emportement et irritation, mais sans mouvement par petits éveils contrariés, ce qui réagit sur la respiration et sur le cœur, qui, déréglés à leur tour, continue d'exciter toutes les parties motrices, d'où un tremblement insupportable. Il faut dire aussi là-dessus que par l'absence d'un mouvement décidé, les contractions musculaires ne remédient pas à la constriction des petits vaisseaux par un vigoureux massage, ce qui renvoie le sang dans les parties molles, intestin, estomac et cerveau, et ce dernier effet est remarquable en ce qu'il entretient et réveille une activité percevante sans proportion avec les objets, ce qui nous dispose à attendre quelque chose de terrible sans savoir quoi. Mais ici on aperçoit bien comment l'humeur est relevée et composée par la pensée. La contracture est un régime plus violent, où tous les muscles se tendent selon leur force, pétrifiant tout le corps, ce qui va suspendre la vie, comme on voit dans l'état de catalepsie. Et cela n'est pas commun, mais sans doute il existe des régimes partiels de ce genre-là, des raideurs et des pétrifications d'épaules, de bras, de jambes, même pendant l'action, et qui sont cause de maladresse et de gaucherie.
Ici encore, on voit que le jugement s'empare de ces mouvements d'humeur et en fait pensée et condamnation. Dès que l'on prononce « je suis gauche »,« je suis maladroit », on nous délivrerait les mollesses, les mouvements de politesse, qui sont toujours gymnastiques, si nous avisions seulement de les faire. Le sourire est l'arme de choix contre tout régime qui s'installe, mais ces choses sont peu connues, la morale ne sourit point. Les 4 tempéraments offrent l'exemple d'une idée encore abstraite, mais juste dans son dessin, et qui peut s'enrichir sans être déformée. Ceux qui n'oseraient plus se fier à ces vénérables instruments nous laissent entendre qu'ils en ont d'autres, et bien qu'ils les montrent. Le système moteur dont le muscle est l'élément est régi par la loi de l'emportement, d'après laquelle l'action précipite l'action. Ainsi est la fuite, la violence contre une serrure brouillée. L'entraînement et le jeu sont les plus bas degrés de l'emportement, et l'irritation en est le paroxysme. Et dès que le système moteur domine, ce qui se reconnaît à la masse musculaire, à la richesse du sang, à la puissance de l'appareil respiratoire, alors la pensée suit toujours l'action et s'endort en même temps qu'elle. Le pragmatisme est la loi de ces natures audacieuses qui pensent en avant de leur poing fermé, voilà le sanguin. Par opposition, il est clair que le système nerveux subordonne toute l'économie aux moindres actions extérieures, car c'est bien peu de choses qu'un pinceau de couleur sur le fond de l'œil. Mais en certaines natures, ce délicat touchement efface aussitôt tous les autres intérêts. De même, un son harmonieux ou un grincement change toutes les idées. De là cette instabilité de humeur qui est le propre du nerveux et qu'il ne faut point du tout confondre avec la constance du milieu, si bien doué pour se torturer lui-même d'après ses propres ressources. La pensée du nerveux ne s'arrête guère à lui-même, car il est sans mémoire comme le nerf. Au contraire, elle se porte dehors, avide de rechercher et de prévoir les nuances, ce qui conduit aux formes et aux lois. Le nerveux pense le monde et vit d'émotions. Le milieu vit de sentiments, mais comme l'humeur est bien au-dessous du sentiment, il faut chercher ce qui, dans l'ordre biologique, correspond à cette agitation de soi par soi, hors de toute action, ce qui excite le rêve, le souvenir, la méditation sur soi et le retour au même chemin. Ici domine l'imagination qui, ramenée à ses conditions inférieures, traduit, il me semble, la tyrannie du système nutritif, non pas la faim et la soif, qui est commune à tous, mais plutôt par les déchets qui ne s'éliminent point sans irriter un peu toutes les parties, et qui fait que le milieu, assez heureusement nommé, se sent lui-même continuellement et bien loin de se disposer d'après les impressions qui viennent du dehors. Au contraire, il modifie et les colore d'après ses propres dispositions. L'inquiétude serait le régime propre à ces natures, toujours un peu empoisonnées et qui vieillissent mal. Mais dans la jeunesse, ce mélange de constance et d'agitation donne aux affections et aux signes humains une puissance démesurée qui appelle et entretient l'amour, au lieu que le nerveux n'est sensible qu'à ce qui est beau ou nouveau. Dans le milieu habite ce riche amour de soi qui rend aimable, qui fait la puissance de ce regard noir. L'équilibre et le repos caractérisent le lymphatique, dont l'enfant dans la croissance est le modèle parfait, et la mère aussi, tant qu'elle nourrit. C'est encore le système nutritif qui domine ici, mais par sa fonction principale, qui est de s'enrichir aux dépens du milieu extérieur. C'est pourquoi la croissance définit mieux le lymphatique que ne se ferait la somnolence et l'obésité, qui ne sont que croissance continue et maladive. De même, l'atrabilaire est une image grossie du milieu. Et pour mieux concevoir le lymphatique, il serait bon peut-être de le considérer le premier, car ce n'est point essentiellement mollesse ni paresse, c'est l'heureuse enfance, qui prépare tout ce qui porte tout, qui se console et qui dort. La somnolence est le régime propre au lymphatique, mais toute nature y redescend, s'y plonge, s'y nettoie et s'y renouvelle. Tels sont les 4 visages qui se mêlent en toute humeur, de façon que dans ce mélange, les 4, quelques mélanges de 2 se montrent par la couleur, la forme, l'attitude et le mouvement. Et du dehors toujours chez l'autre, car de moi je connais mal l'humeur nue. Je n'y crois point, mes pensées sur moi-même se tendent, se déroulent et font jouer leur mirage. Entre mon humeur et moi, c'est au-dessous de moi-même et d'après ce que je sais des autres que je dois prendre ma propre humeur et ma propre nature constante, résistante et maniable. Tant que je n'ai pas rejoint ces solides ressorts, je ne puis rien faire de moi. Défie-toi de ce qui consent. L'individualité. Il est bien aisé d'apercevoir en chacun les signes du métier et de la fonction, et comme il se compose avec la nature biologique, le maçon montre même en son repos le geste lent et assuré formé par la masse de l'objet sur lequel il travaille. Le juge montre l'ennui et la défiance. L'officier se donne importance. Ces développements sont faciles à suivre, mais il est un peu plus difficile de passer à l'extérieur.
de l'extérieur à l'intérieur, en suivant en quelque sorte l'action et l'attitude. Aussi, afin de ne pas tomber dans les petites remarques qui souvent terminent tout par le rire, il est à propos de considérer la vie sociale en son action continuelle, qui est l'éducation et à laquelle nul homme n'échappe. Il est bon de redire que l'homme ne se forme jamais par l'expérience solitaire, car par métier il serait presque toujours seul et aux prises avec la nature inhumaine. Toujours est-il qu'il n'a pu grandir seul et que ses premières expériences sont de l'homme et de l'ordre humain, dont il dépend d'abord directement. L'enfant vit de ce qu'on lui donne, et son travail c'est d'obtenir, non de produire. Nous passons tous par cette expérience décisive qui nous apprend en même temps la parole et la pensée. Nos premières idées sont des mots compris et répétés. L'enfant est comme séparé du spectacle de la nature et ne commence jamais par s'en approcher tout seul. On lui montre et on lui nomme. C'est donc à travers l'ordre humain qu'il connaît toutes choses, et c'est certainement de l'ordre humain qu'il prend l'idée de lui-même, car on le nomme et on le désigne à lui-même comme on le désigne les autres. L'opposition du moi et du non-moi appartient aux théories abstraites. La première opposition est certainement entre moi et les autres, et cette opposition est corrélation, car en l'autre, je trouve mon semblable qui me pense comme je le pense. Cet échange qui se fait d'abord entre la mère et l'enfant est transporté peu à peu aux frères, aux amis, aux compagnons. Ces remarques sont pour rappeler qu'en toutes les recherches sur la nature humaine, il faut se tenir tout près de l'existence collective, si naturelle à tout homme, et en tout cas seule possible pour l'enfant. Les auteurs ont analysé souvent l'expérience selon eux décisive qui fait connaître à l'enfant les limites de son propre corps. Je frappe ma main et je frappe la table, mais l'enfant touche d'abord le corps humain avant de toucher n'importe quel corps étranger. Aussi je vois une expérience bien plus frappante dans ces rixes d'enfants d'où sort l'idée d'un être semblable et opposé, auquel je ne fais point mal de la même manière qu'à moi, et qui me rend coup pour coup. Action indirecte sur moi-même, expérience vive de mes frontières et celles d'autrui. La fureur dans ces rixes, sans compter les autres causes, vient sans doute d'un effort pour faire souffrir l'autre, comme je souffre moi-même, et obtenir des signes. Or, ces signes sont des coups. Il suffit de signaler ces expériences singulières concernant l'ordre humain, d'où l'on tire inévitablement la notion d'une puissance antagoniste, souvent invincible, mais toujours flexible par offrande, prière ou menace. Au reste, nous voyons que les hommes les moins avancés ne semblent pas avoir d'autres objets de pensée que la vie publique et cérémonieuse, et toutes les relations de société, caste, fonction, métier, ont pour eux valeur de religion. Il suffit de comprendre que les religions sont des faits universels à caractère constant pour conclure que les premières idées, qui naturellement déterminent en partie toutes les autres, sont toujours prises du milieu humain. Ajoutez à cela que toute idée est d'abord commune et entre d'abord en moi comme opinion et non comme vérité. Par ces remarques, vous commencerez à comprendre la puissance que prend naturellement pour chacun de nous l'idée qui se fait du jugement d'autrui. Ce n'est pas peu, dans la conduite de ma vie, que de me sentir obligé à faire, à dire et même à penser ce que je crois que les autres attendent de moi, vengeance ou pardon. Le moi. Tout change en moi sous mon regard et par mon regard. Et l'on voudrait maintenant expliquer comment je me saisis et comment je me reconnais en ce contenu où le rêve le plus absurde peut rester attaché aux perceptions les plus raisonnables, où la superstition résiste autant que les idées, où tant de souvenirs sont oubliés, tant d'autres décolorés, tout autre, où tout change enfin par le temps et l'âge. Mais il se trouve que le problème n'a point de sens et que je ne fais pas à me retrouver, parce que je ne puis me perdre moi-même un seul instant. Toute pensée confuse ou claire de doctrine, de sentiments, de choses, de visions, de résolutions, d'hésitation, de négation, de doute, de souvenirs, de remords, d'espérance, de crainte, vraie ou non, durable ou non, en rêve ou non, a pour objet constant le moi, ou pour mieux parler le je. Quand je voudrais feindre quelque nébuleuse inconnue, où je ne sois pas, quelque autre monde séparé, quelque passé avant moi, quelque avenir après moi, le sujet de ces pensées est toujours moi. Je pense tout ce qui est pensé, tout ce qui est et tout ce qui peut être, tout le possible et l'impossible. C'est pourquoi je ne puis penser que je ne suis pas comme Descartes a su le mettre au jour. Telle est sans doute la loi suprême de toute logique, puisque n'importe quelle pensée, même absurde, la suppose. Je ne puis qu'un, car si je suis deux, l'un et l'autre, c'est toujours moi. Et quand je me dédouble, il m'apparaît encore mieux que je ne suis qu'un, car l'un est moi et l'autre est moi, je reste le même. Car si je suis tel et puis autre, c'est toujours moi qui suis tel et puis autre. Je ne saurai jamais que je suis autre, si ce n'est point moi, le même qui suis autre. De toute pensée, je suis le sujet.
Toute connaissance, toute expérience forme ainsi un tout avec toute connaissance et toute expérience, que ce soit passé ou imaginaire, n'importe. C'est d'abord et ensuite de moi et pour moi. Cette forme liante m'interdit de couper l'expérience, d'interrompre le temps, de penser deux univers. Aussitôt les deux temps sont partis d'un seul temps et les deux univers sont partis d'un seul univers. Après avoir considéré cette nécessité de logique au-delà de laquelle on ne peut m'en remonter, puisque l'extravagante pensée de deux moi fait aussitôt paraître le moi unique, en qui et pour qui ils sont deux, l'illustre Kant pouvait écrire « À ce principe est suspendue la connaissance humaine tout entière ». Et certes, en partant de là, l'esprit le plus scrupuleux trouve une merveilleuse assurance à décrire cette unité formelle de l'expérience, qui ne permet jamais que rien soit séparé, soit de ce qui est en même temps, soit de ce qui précède, soit de ce qui suit. Seulement, ces belles spéculations sur les principes ne sont pas directement mon objet. Je m'en tiens au moi lui-même, et je le tiens bien, mais réellement, je ne tiens à rien. Cette forme abstraite et inflexible du je pense est indifférente à son contenu. Elle lie tout, le rêve le plus étranger à moi et de moi, puisque je m'en souviens. Que mon rêve s'ajuste à mes perceptions, comme il est pourra, il est d'abord de moi, et sans quoi je n'en penserai rien. C'est pourquoi il faut dire que le moi psychologique est abstrait et sans puissance. Il peut se contredire ou se jouer de lui-même. L'unité formelle n'est jamais menacée un seul moment si différent de moi-même que je sois. C'est moi-même qui suis ce moi-là et l'autre. Le vrai moi les reprend aussitôt tous deux. L'unité est faite avant d'être comprise. Cette loi suprême, si on la considère avec suite, explique assez l'idée qui lie toujours les choses malgré les choses, étant d'abord son fil, donnant loi à l'entre-deux, de sorte que nous le courant. Et puisque le moi est aussi impossible à rompre d'avance, impossible à rompre, étendu d'avance au-delà du possible, on voit bien qu'il y a beaucoup de différence entre un moi et une personne. Car il me semble que celui qui s'efforce de rester d'accord avec soi exige de lui-même quelque chose de plus que l'identité abstraite du je pense. Je suis ainsi, telle est ma nature, voilà une pensée qui est toujours vraie, quelque fantastique qu'en soit le contenu, comme on voit dans les passions où l'on réalise en parlant, où l'on change par les discours. Et telle est la vérité du théâtre, que les personnages, après qu'ils ont dit, sont autres. Il faut saisir la personnalité dans son réduit d'où elle juge tout et domine tout. À quoi peuvent servir trois penseurs, Platon, Rousseau, Kant, parmi lesquels Rousseau est particulièrement méconnu. Rousseau est éloquent, émouvant, persuasif, sincère. Il a l'expérience de la faute et du remords. Il s'arme et se rassemble contre lui-même sans chercher aucun secours extérieur. Il a retrouvé la conscience et la liberté ensemble et le vrai mouvement de la foi. Brillante affirmation, aussitôt populaire devant les négations de son siècle et de l'esprit naturaliste abstrait, mais il est sans preuve et aisément réfuté que la conscience soit donnée comme infaillible en tout homme qui veut sincèrement se juger. Voilà qui fait rire les docteurs. Quoi ? Quand presque tous les devoirs sont obscurs, ambigus, discutables, l'idée est juste et forte pourtant, mais pour arriver au centre de l'idée et ne point la manquer, il faut suivre quelques notions communes et sans se laisser détourner. D'abord, qu'on ne peut exiger qu'un homme, qu'il soit savant ou même subtil, et qu'erreur n'est pas crime, aussi qu'il est étonnant et même scandaleux pour les simples que les plus savants et subtils n'aient pas toujours une droite conscience, aussi que l'homme est seul juge de lui-même, parce que les actions sont ambiguës, car on peut être tempérant par faiblesse et honnête par lâcheté, qu'ainsi le problème moral est entre l'homme et lui-même, entre sa volonté et sa nature, que la vertu consiste seulement à vaincre les passions et le vice à céder aux passions, que nul ne saisit du dehors ni ses luttes, ni ses défaites, ni ses victoires, mais qu'en revanche celui qui en est le sujet les sent immédiatement et intimement, dès qu'il n'est pas tiré au dehors par le divertissement, car rien ne nous est plus sensible que notre propre esclavage. On me loue de mon courage, mais je sais que j'ai trop suivi la peur. On me dit honnête homme, mais telle envie méprisable, je la connais. Le trouble des passions est goûté, si l'on peut dire, en toutes ses différences. Le remords et la honte ne s'usent point. Le vrai est que les hommes n'y veulent pas penser et que l'on ne pense que si l'on veut bien. Ici est la vérité du divertissement, vue profonde de Pascal, mais en lui détournée par une mythologie prise à la lettre. L'homme donc se réfugie dans l'opinion des autres, s'étourdit de l'éloge et fuit sa propre conscience, qu'il veuille seulement être éclairé, et il le sera. Nous tenons ici l'idée morale essentielle. L'Émile marque une renaissance du sentiment moral, c'est que le vide
vicaire savoyard a bien lisé, mais aussi il y a quelque chose d'effrayant dans ce vol solitaire. Et je comprends la fureur de Diderot et des autres moralistes de société. L'idée qui leur fait peur, c'est l'autonomie. Et il est difficile de former, de soutenir cette idée que tout ce qui est volontaire est bon et que l'esclavage intérieur est le seul mal. Quoi ? Si le jeune homme à moi confié me dit « je veux être ignorant et rebelle », il faut donc l'approuver. La réponse est pourtant celle-ci. Il s'agit de savoir si tu veux et ce que tu veux. Toi seul tu le sais, tu le veux, tout va bien. Et si tu le veux, tout va bien. Mais n'ose pas défaire les liens, on craint les actions, c'est manquer de foi. Et convenons que ce système d'éducation peut conduire à de grands changements. De cette crainte vient sans doute cette fureur si commune contre ceux qui croient que la conscience est le dernier et souverain juge. Mais je crois que la crainte des révolutions est moins puissante dans la plupart des hommes que cette peur qu'ils ont de leur propre jugement. Après que le respect de l'opinion les a conduits pendant des années, par exemple, ce qui détourne beaucoup d'hommes d'aimer la paix, c'est qu'ils ont renoncé à leur conscience devant le visage de la guerre. Si l'on ne pousse point l'idée jusque-là en considérant qu'elles sont en notre temps des opinions obligatoires, on ne comprendra point cette longue suite de persécutions, ni de quoi Rousseau fut puni. L'intolérance est souvent mal comprise, et Voltaire visait à côté. L'intolérance est premièrement une fureur contre soi,